Puisque votre bien-être est précieux et que votre vie a de la valeur, désormais, voici votre nouveau rendez-vous santé sur UFM, ULness. ULness, ce veut être un forum radiophonique d'échange autour des questions santé et bien-être. Tous les vendredis à 19h et dimanche à 13h, en rediffusion, Karine Moutaali vous présente un sujet et notre partenaire santé DKT vous éclaire. ULness, votre santé nous intéresse. Bonsoir et bienvenue à tous dans ULness, votre rendez-vous santé sur UFM. Je suis Karine Moutaali avec vous ce soir à travers notre appli radio Urban FM 94.7 téléchargeable sur Play Store partout dans le monde. Vous pouvez donc être connecté avec nous. Eh bien, la semaine passée, nous avons parlé du thème dysfonctionnement sexuel chez l'homme avec le docteur Jean-José Walombi, qui est donc, lui, gynécologue aux cliniques universitaires de Kinshasa. Nous avons soulevé quelques points, certainement que vous avez reçu des éclaircissements là-dessus. Pour le numéro de ce soir, une fois de plus, fidèles internautes et auditeurs, avec le docteur Jean-José Walombi, donc, qui est notre expert DKT, qui est partenaire de cette émission. Nous allons cette fois-ci aborder le thème dysfonctionnement sexuel chez la femme. On estime que jusqu'à 40% des femmes expérimentent un dysfonctionnement sexuel au cours de leur vie sexuelle active. De plus, les statistiques montrent qu'environ une femme sur 4 est incapable d'atteindre l'orgasme. Vrai ou faux? Est-ce que c'est à cause du dysfonctionnement sexuel que l'orgasme n'est pas atteint par la femme? On saura de quoi il s'agit ce soir avec le docteur Jean-José, à qui on dit bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Merci d'être à nouveau avec nous encore ce soir. On va donc cette fois-ci aborder, la semaine dernière, nous avons abordé le dysfonctionnement sexuel chez l'homme. Ce soir, nous allons parler du dysfonctionnement sexuel chez la femme. Mais avant, comme DKT, vous êtes notre partenaire. Il est toujours important pour nous de faire un petit rappel sur qui est DKT et surtout ses objectifs, sa mission et pourquoi pas sa présence en République démocratique du Congo. Merci, madame, pour cette invitation. DKT, c'est une abréviation qui vient du nom Deep Kumar Tyagi. C'est un Indien, ce nom-là est d'origine indienne. Il fut champion en matière de planification familiale dans son pays. Et lorsque l'Américain a créé cette ONG DKT International, il l'a baptisé du nom de son ami qui est mort très jeune. Et donc, c'est un peu pour immortaliser ce monsieur de l'Inde. Alors, DKT, disais-je, est une organisation non gouvernementale internationale d'origine américaine, mais qui opère dans plusieurs pays de l'Amérique latine, de l'Asie et de l'Afrique. DKT est entré dans notre pays depuis 2009 et couvre aujourd'hui 18 provinces sur le 26. Et son ambition est de couvrir la totalité du pays d'ici quelques années. D'accord. Le pays est très vaste et il faut y aller mollo. Pays continent, comme on dit. Alors, sa vision, c'est d'être en fait le premier acteur dans ce qu'on appelle le marketing social. Donc, la fourniture des intrants à très bon prix. Donc, le premier acteur en marketing social dans le domaine de la santé de la reproduction dans notre pays. Et pour atteindre cet objectif, DKT a 3 axes d'activité. Le premier axe, c'est créer la demande en ce qui concerne la planification familiale. Ceci pour la maîtrise de la fertilité des couples. Deuxième axe, c'est la prise en charge, améliorer la prise en charge des femmes après un avortement. Et troisième axe, c'est la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, y compris le VIH et SIDA.
Ça c'est dit, fidèles auditeurs, vous connaissez la mission et qui est DKT, pourquoi il est en République démocratique du Congo. Alors, docteur Jean-José, comme je l'ai dit la semaine dernière, nous avons parlé du dysfonctionnement sexuel chez l'homme et aujourd'hui, nous allons donc parler du dysfonctionnement sexuel chez la femme. Dites-nous exactement, qu'est-ce que c'est ce dysfonctionnement sexuel chez la femme, justement? Bien, comme nous l'avons dit pour l'homme, la femme peut également expérimenter des anomalies dans la réalisation de l'acte sexuel. Donc, quand ça va sortir, quand la femme constatera qu'elle ne répond plus, par exemple, aux sollicitations ou aux stimuli érotiques, lorsque la femme n'arrive pas, par exemple, à être excitée suffisamment, lorsque la femme n'arrive pas à atteindre l'orgasme, lorsque la femme a des douleurs pendant le rapport sexuel, ça entre dans ce concept-là qu'on appelle le dysfonctionnement sexuel. Très bien, dysfonctionnement sexuel, que ça soit chez l'homme ou que ça soit chez la femme, c'est à peu près, on va dire, ou carrément la même chose. Alors, comme pour l'homme, comment se passe justement la fonction sexuelle féminine quand tout est normal? Merci beaucoup, madame, pour la question. Lorsque tout fonctionne normalement, la femme passe par 4 étapes. D'accord. Qui constituent l'acte sexuel. La première étape, c'est le désir. Le désir ou la volonté d'avoir un acte sexuel. Et lorsque ce désir est intense, la femme va passer à la deuxième phase qu'on appelle la phase d'excitation subjective. C'est une phase qui consiste en ce que la femme est de plus en plus emballée pour l'acte sexuel, mais objectivement, on n'a pas de signes qui montrent qu'elle est réellement excitée. D'accord. Après cette deuxième phase vient la phase d'excitation objective qui se manifeste par des modifications au niveau des organes génitaux de la femme. Parmi ces modifications, un peu comme chez l'homme, le sang arrive en grande quantité. D'accord. Au niveau des organes génitaux de la femme. En dehors de cette arrivée massive, donc cette arrivée massive va entraîner une érection de certains organes de la femme, comme le clitoris, les petites lèvres. Et une autre manifestation de cette excitation objective, c'est une sécrétion abondante au niveau du canal vaginal. En fait, une sécrétion qui prépare un acte sexuel sans douleur, une espèce de lubrification du canal vaginal. Après cette troisième phase, nous avons la phase d'orgasme qui explique ou qui veut dire ceci, qu'il s'agit simplement de l'atteinte du sommet du plaisir pendant l'acte sexuel. Et enfin, comme chez l'homme aussi, après l'orgasme, la femme connaît la période de résolution, c'est-à-dire que l'organe ou les organes de copulation reprennent leur situation d'avant l'excitation. Alors, docteur Jean-José, dites-nous un tout petit peu, est-ce que ce processus-là de fonctionnement sexuel chez l'homme et chez la femme, pour qui est plus rapide ou, je sais pas, qui est plus lent? Parce que quand on atteint ces différentes étapes, est-ce que c'est, comment je peux dire, avec la même rapidité, intensité ou pas? Bien, je pense que le démarrage est un peu plus lent chez la femme. Et il faut aussi que le rapport dure pour que la femme atteigne l'orgasme. Et donc, par contre, chez l'homme, le démarrage est rapide. Et si l'homme ne se maîtrise pas, il peut aussi rapidement atteindre l'orgasme et aussi passer de l'orgasme à la phase de détumescence ou la phase de résolution. Donc, si nous pouvons nous résumer, c'est un peu plus rapide. L'acte sexuel peut se dérouler plus rapidement chez l'homme comparativement à la femme. Pourquoi c'est physiologique? Qu'est-ce qui est à la base de cette lenteur, on va dire? Pourquoi la femme prend son temps? Quand nous disons égalité entre l'homme et la femme, je crois que nous nous trompons. À certains niveaux, oui. Voilà, quand même. donc je crois que Dieu nous a créés sur le plan anatomique différemment. Et donc, je pense que sur le plan physiologique également, nous avons quand même certaines différences. D'accord.
Alors, docteur, quels sont, puisqu'on parle des dysfonctionnements, justement, comme chez l'homme, il y en avait beaucoup, fidèles auditeurs, chez la femme, certainement aussi, il y en a. Mais alors, quelles sont les principales formes de dysfonction sexuelle féminine, mais également, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus fréquents, lesquels? Bien, chez la femme, les formes les plus fréquentes sont constituées de baisse ou absence du désir. Absence du désir ou absence de la libido. Ça, c'est une forme fréquente. Une autre forme fréquente, c'est l'absence de l'orgasme. Donc, la femme n'arrive pas à atteindre l'orgasme. Il y en a qui n'ont jamais connu l'orgasme depuis leur naissance. Et d'autres ont connu l'orgasme à un moment de leur vie. Et ensuite, elles ne vivaient plus l'orgasme. Et le troisième grand groupe, ce sont les douleurs que la femme peut percevoir pendant les rapports sexuels. Et donc, si nous voulons nous résumer, il y a trois grands groupes. Baisse ou absence du désir. Deuxième grand groupe, c'est, nous avons parlé de l'absence de l'orgasme, qui peut être primaire ou secondaire. Troisième grand groupe, ce sont des douleurs. Et les douleurs, là, on peut donner quelques détails. D'accord. Les douleurs pendant les rapports sexuels portent le nom de la dyspareunie. D'accord. Donc, les douleurs pendant les rapports sexuels. Mais on peut avoir aussi des douleurs parce qu'il y a une atrophie ou une sécheresse exagérée du canal vaginal. Et donc ça peut entraîner des douleurs, tout comme certaines maladies des organes génitaux de la femme ou même des voies urinaires. Certaines de ces maladies peuvent entraîner des douleurs pendant le rapport sexuel. Alors, puisque vous parlez justement de douleurs pendant les rapports sexuels, est-ce qu'on peut aussi, une femme peut aussi avoir, docteur, ce douleur-là, des douleurs sans avoir des douleurs avant même le coït? Bien, dans certains documents, on mentionne que certaines femmes peuvent avoir des douleurs rien que lorsque la main palpe la vulve. D'accord. La femme peut avoir des douleurs, mais je crois que c'est plutôt rare. La forme de douleur qu'on a le plus souvent rencontrée, c'est des douleurs pendant la pénétration. Et donc ça, c'est un peu plus fréquent. Ça peut être d'une origine psychologique comme ça peut être d'une origine organique. Très bien, j'espère que fidèles auditeurs, vous arrivez à naviguer avec nous dans cet océan des renseignements, en tout cas en ce qui concerne notre sujet de ce soir. Je rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre que nous parlons de dysfonctionnement sexuel chez la femme avec le docteur Jean-José Oualombi qui est donc gynécologue aux cliniques universitaires de Kinshasa, qui est notre expert DKT pour ce numéro. Docteur, tout à l'heure, vous avez parlé de dyspareunie, c'est ça? Oui. Dyspareunie, c'est pas facile, les termes médicaux. Alors, que doit-on savoir justement du vaginisme, puisqu'on en parle beaucoup? Oui, c'est une autre forme de manifestation du corps de la femme qui peut entraîner la dyspareunie. Le vaginisme, c'est tout simplement une contraction involontaire des muscles qui sont autour du canal vaginal. Et cette contraction réduit le passage du canal vaginal et donc rend la pénétration difficile et douloureuse par conséquent. Et c'est généralement quelque chose qui survient chez une femme qui a par exemple connu une mauvaise expérience sexuelle dans le passé. Et donc la peur excessive peut entraîner cette contraction des muscles périvaginaux et qui peuvent donc rendre l'acte sexuel très très douloureux parce que le calibre ou le canal vaginal est très réduit. D'accord. Est-ce que ce vaginisme, l'on peut le retrouver chez la femme qui a déjà eu des enfants comme chez la femme qui n'en a jamais eu aussi? Bien, mais généralement, c'est une situation qu'on rencontre chez des femmes qui n'ont pas encore eu d'enfants. Parce que chez une femme qui a déjà eu des enfants, généralement, le canal vaginal est devenu très souple et difficile à se contracter comme chez une personne vierge. Très bien. Quelles sont en ce moment donc les principales causes du dysfonctionnement sexuel chez la femme, justement? Oui, le grand groupe, c'est le problème psychologique. D'accord. Par exemple, une femme qui a perdu un sein
elle peut se sentir diminuée, donc elle peut perdre son estime. D'accord. Et donc présenter par exemple un manque de désir. Par exemple, une femme qui a été violée, elle a gardé un mauvais souvenir et elle peut développer aussi un manque de désir sexuel ou un conflit au niveau du foyer. Un conflit entre les conjoints peut conduire la femme aussi à détester, entre guillemets, l'acte sexuel. Ou un conflit, par exemple, généré par le fait que le mari est allé voir ailleurs. Alors ça peut énerver la femme et ça peut créer le problème. Donc, le grand groupe, ce sont des problèmes psychologiques. En dehors des problèmes psychologiques, nous avons le deuxième grand groupe, c'est constitué des maladies des organes génitaux de la femme et même des voies urinaires. Simplement, par exemple, une infection du canal vaginal peut rendre l'acte sexuel douloureux et donc ça conduit à un dysfonctionnement sexuel. Il y a une autre maladie qui est aujourd'hui reconnue comme étant relativement fréquente. Nous l'appelons endométriose. D'accord. C'est un terme trop technique. Exactement. Ça signifie simplement que la couche de tissu qu'on trouve normalement à l'intérieur de la matrice, ce tissu-là, se localise en dehors de la cavité de la matrice. D'accord. Et ça s'appelle endométriose et ça peut être à l'origine de fortes douleurs pendant les règles et même pendant les rapports sexuels. Et on a aussi évoqué par exemple une infection de voies urinaires, de la vessie. Elle peut également entraîner des douleurs. Mais enfin, le troisième grand groupe, sont des médicaments. Certains médicaments peuvent être responsables de la survenue des dysfonctionnements sexuels. On cite par exemple certains antihypertenseurs qui sont souvent consommés et aussi certains médicaments qu'on utilise surtout par les neurologues. Une personne qui a une dépression, qui est triste, qui est sous stress permanent, on peut lui prescrire des médicaments qu'on appelle les antidépresseurs. D'accord. Ces antidépresseurs peuvent également conduire à un dysfonctionnement sexuel. Très bien. Vous avez parlé de l'endométriose tout à l'heure. Est-ce que ça a une cause? Est-ce que la cause, ça vient d'où cette maladie? C'est alimentaire ou bien voilà, est-ce qu'on connaît la source de cette maladie justement? C'est parmi les maladies qu'on appelle des maladies à hypothèse. Et lorsqu'une maladie est appelée maladie à hypothèse, ça veut dire qu'on n'est pas très sûr des mécanismes de sa survie, de sa survenue. Mais l'endométriose, on a évoqué certains facteurs. Par exemple, le sang des règles. Au lieu que tous les sangs sortent par la vulve, on dit qu'il est possible qu'il y ait ce que nous appelons un reflux. Donc le sang peut refluer, peut passer vers les trompes et tomber dans la cavité abdominale. Et ce sang-là peut amener des tissus qui se trouvent justement dans la cavité utérine vers la cavité abdominale. Et ça peut être une cause de l'endométriose, donc reflux du sang menstruel. Une autre cause, c'est, on parle d'une transplantation directe. Par exemple, on a pratiqué une césarienne et lors de la délivrance, on peut amener certaines cellules de l'endomètre, par exemple au niveau de la cicatrice de la césarienne. C'est un autre facteur qui est évoqué. Et un autre mécanisme, ça s'appelle la métaplasie. C'est-à-dire un tissu, par exemple au niveau des poumons, qui se transforme en un tissu semblable à l'endomètre. Et donc, on a plusieurs hypothèses. Nous avons parlé donc du reflux de sang menstruel, la transplantation directe, la métaplasie, mais il y a aussi un autre mécanisme qui est évoqué, c'est les tissus quittent l'intérieur de la matrice et envahit de proche en proche les tissus avoisinants. Et ça, ce sont là les 4 facteurs principaux qui sont évoqués pour expliquer la survenue de l'endométriose. Mais ça se soigne facilement, pris à temps, ou bien ça a aussi parfois des conséquences irréversibles? Se soigner facilement, c'est un peu trop dire. Si ce sont des foyers tout à fait localisés, on peut les détruire facilement. Mais si, par exemple, j'ai parlé de l'envahissement de proche en proche, si par exemple le tissu a envahi toute la paroi de l'utérus, le vrai traitement, c'est enlever l'utérus.
Wow. Vous voyez le dilemme, si on est devant une femme qui n'a pas encore d'enfant, oui. une africaine particulièrement, c'est un clair. peu difficile de décider d'enlever l'utérus. Alors, comme certaines conséquences, votre question est très pertinente, comme certaines conséquences, l'endométriose est également incriminée dans la survenue de la stérilité. Parlons comme ça simplement, de la stérilité chez la femme. Chez la femme. Très bien. Donc, je crois qu'il est important vraiment, parce que je crois que c'est vraiment pas une culture chez nous. De temps en temps, il est important de se faire examiner. Est-ce qu'il y a moyen, justement, de prévenir, on va le dire, de prévenir la dysfonction sexuelle chez la femme, puisqu'on parle de l'endométriose, peut-être qu'on peut le prévenir un peu plus tôt? Si nous passons en revue les différentes causes, prenons les causes psychologiques. La prévention peut se faire par le fait, la femme doit éviter des situations de stress. D'accord. Elle doit éviter les situations de stress. Le partenaire aussi doit faire un effort pour ne pas mettre la femme en situation de stress. Donc, si nous réduisons l'exposition au stress, c'est une façon de prévenir la survenue du dysfonctionnement sexuel. Si nous prenons maintenant les causes, par exemple, des affections des organes génitaux, il faut soigner ces infections. Si la femme a une infection vaginale, il faut soigner l'infection. S'il y a une infection de la vessie, il faut la soigner. En principe, donc, si on soigne ces infections, on peut éviter la survenue des dysfonctionnements sexuels. Quant à l'endométriose, nous n'avons pas de possibilité de prévention. D'accord. Nous n'avons pas de possibilité de prévention, mais nous devons toujours penser à cela devant une femme qui vient nous voir pour des règles douloureuses, qui répondent difficilement au traitement classique. Nous devons penser à l'endométriose. Et nous avons aujourd'hui les moyens pour poser le diagnostic à temps. Et comme je l'avais dit à un moment, lorsque les foyers sont limités, sont petits, on peut les détruire. D'accord. Très bien. Alors, il est important vraiment de travailler en commun accord, hommes et femmes, de manière à ce qu'on puisse éviter certains, surtout psychologiques, ces dysfonctionnements. Alors, puisqu'on parle justement, on continue toujours à parler de prévention et des traitements, mais est-ce qu'il est possible pour une femme justement de savoir qu'en ce moment, ce sont des infections, elle peut arriver à détecter que ce sont des infections qui font ça? Comment elle peut se retrouver? En ce qui concerne l'infection, la femme peut se dire qu'elle a probablement une infection à travers certains signes. Il y a par exemple les douleurs au bas-ventre. La femme va signaler les douleurs au bas-ventre. La femme peut signaler des douleurs pendant qu'elle urine. Elle peut constater qu'elle urine avec douleur. La femme peut également signaler ça, et ça c'est un signe très fréquent. La femme peut également rapporter qu'elle a des pertes vaginales. D'accord. Et ça, c'est assez courant. Et donc là, c'est facile. Une fois que la femme vient et elle vous dit ça, nous faisons des prélèvements pour confirmer les infections. Et nous avons suffisamment de médicaments pour soigner. Alors, une question me vient comme ça, puisque vous avez parlé des conflits dans les couples, etc. Mais souvent, on entend parler que le rapport sexuel ou bien, enfin, en parlant de rapport sexuel, parfois est meilleur après un conflit ou juste après un conflit. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Bien, il y a des auteurs qui ont rapporté les cas où, mais ça doit porter un nom qui m'échappe pour le moment. D'accord. Que certaines personnes se sentent mieux dans les rapports sexuels après un conflit. Il y en a même qui, semble-t-il, des femmes, souhaiteraient être même battues avant les rapports sexuels. Ça augmenterait l'émotion. Mais je ne pense pas qu'il faille encourager les conflits pour comment dirais-je, vivre une vie sexuelle agréable. Bon, ce sont des exceptions. Mais ça ne doit pas être une règle générale. Chez l'homme, nous avons parlé, docteur Jean-José, de baisse ou de perte, on va dire, de désir sexuel. Alors, est-ce que chez la femme aussi, les mêmes causes, on va dire, par exemple, souvent chez l'homme, on entend c'est des stress, genre, est-ce que chez la femme aussi, le stress peut causer ces baisses ou carrément cette perte de désir sexuel?
c'est la même chose aussi chez la femme. Il y a le stress, il y a le milieu dans lequel elle a évolué, donc l'éducation, il y a la culture qui parfois apprend aux jeunes que l'acte sexuel, c'est un péché, surtout avant le mariage. Et donc, tous ces facteurs-là psychologiques jouent un rôle très, très important dans la baisse et même dans la perte du désir sexuel. Alors, il est plus facile ou plus difficile pour la femme de récupérer ce désir-là? Plus facile, plus difficile que l'homme? Parce que déjà, si le démarrage chez la femme, c'est un peu plus lent. Comme c'est un problème essentiellement psychologique, parfois ça peut prendre du temps. Oui. Donc il faut que normalement ça soit pris en charge par des professionnels bien formés. Donc là-dedans, nous avons les psychiatres, nous avons les psychologues, nous avons des sexologues qui sont bien formés pour aider les femmes à récupérer. Mais nous devons savoir que parfois la récupération peut être lente et pour certaines femmes et elle peut être rapide pour d'autres. Très bien. Je rappelle aux auditeurs que nous parlons donc de ce thème dysfonctionnement sexuel chez la femme avec le docteur Jean-José Walombi depuis quelques minutes. On est en train de poser des questions et avoir justement des éclaircissements de sa part. Pour cette deuxième partie, docteur, nous avons donc emmené notre micro auprès de la population. Ils nous ont posé certainement des questions et nous sommes dit, voilà, il y aura le docteur sur le plateau, il sera mieux placé pour nous répondre. Donc, on va prendre les questions des auditeurs tout de suite. ULNES, votre rendez-vous santé sur UFM. Bonsoir UFM. Alors, je m'appelle Nora et je suis étudiante en tourisme. Alors, ma question est la suivante. Je voudrais savoir, s'il vous plaît, docteur, si l'utilisation répétée des lubrifiants en cas de sécheresse vaginale pourrait causer la stérilité chez la femme. Merci beaucoup. Bonsoir UFM, je suis Madame Amélia depuis la Belgique. J'ai suivi votre émission sur le dysfonctionnement sexuel chez l'homme. Seulement, je voudrais savoir si la femme a ses soucis au même niveau que l'homme. Disons par exemple une mauvaise hygiène intime chez la femme pourrait-elle occasionner des dysfonctions sexuelles? Et aussi, combien de fois est-il recommandé à la femme de faire un bain intime, plus précisément le mois? Merci. Bonsoir UFM. Comment nanga moseka nazolanda émission na bino na docteur makambo ya sexuel. Bon, le coup est kolobela basi na ngaki na yeba femme fontaine eza nani to ni koloba nini. Ponga moko mobala sa tunanga femme fontaine alobi elingaka ba femme fontaine. Mais na meka kotuna ba expliquanga bien te le co docteur yoza ko ko yebisa biso femme fontaine eza nani to eza nini. Merci beaucoup. Madame, je m'appelle Dan. J'ai une question pour le docteur. Vrai ou faux que le rapport sexuel à terme aide une femme à accoucher facilement et rapidement? C'est pas dangereux? C'est juste ça ma question. ULNES, votre rendez-vous santé sur UFM. Retour sur ce plateau ULNES, votre rendez-vous, comme vous l'avez entendu, votre rendez-vous santé sur UFM. Vous pouvez donc nous suivre en direct sur notre appli radio Urban FM 94.7, mais également sur notre chaîne YouTube Urban FM 94.7 également. ULNES, ce soir, nous parlons du dysfonctionnement sexuel chez la femme. Question pour aujourd'hui, combien de types de contraception existent-ils? Combien de types de contraception existent-ils? Pour répondre, il vous suffit donc de faire le 089 29 17 777. 089 29 17 777 et vous serez notre gagnant. DKT, notre partenaire, a certainement préparé un beau cadeau pour vous et vous le saurez
vous aurez tous les renseignements justement sur ce numéro. On revient donc à vous, docteur Jean-José Walombi. Vous venez là donc d'écouter les multiples questions des auditeurs, des auditrices. Pour y revenir, alors on va prendre comme ça une femme qui demande est-ce vrai qu'une femme qui a déjà duré dans une relation, d'une relation de couple, peut perdre le goût de l'activité sexuelle? Si oui, pourquoi? En principe, si le climat dans le couple, le climat est bon, il n'y a pas de raison que la femme perde l'envie d'avoir des relations sexuelles. Et si elle perd, c'est qu'il y a un conflit. D'accord. Voilà. Très bien. Si elle perd, c'est qu'il y a un conflit. Alors, peut-on trouver du plaisir pendant l'acte sexuel et rester intimement sèche? C'est une des questions aussi qui préoccupe la femme. En principe, non. Si nous nous rappelons les différentes étapes de l'acte sexuel, ça passe par la lubrification. D'accord. Et cette lubrification précède l'orgasme. Donc, on ne peut pas avoir l'orgasme sans passer par la lubrification. Ça veut dire donc que la femme ne peut pas rester sèche si elle veut jouir, si elle jouit de l'acte sexuel, c'est qu'elle est passée par la lubrification et donc elle doit être humide pendant l'acte sexuel. Un autre souci, c'est pendant le viol, docteur. Est-ce qu'une femme peut-elle avoir l'orgasme pendant qu'elle se fait violer? Certains auteurs ont rapporté une espèce de sentiment d'orgasme pendant le viol, mais beaucoup de chercheurs ne sont pas d'accord avec cette conception. Beaucoup pensent que pendant le viol, en fait, il y a plus de coordination entre la conscience de la femme et ce qui se passe au niveau de sa tête par rapport à l'auteur du viol. Mais si la femme a une lubrification pendant le viol, ce qui est possible, on pense qu'il s'agit d'un réflexe qui ne dépend pas de la volonté de la femme. C'est un réflexe que la femme a développé pendant des millénaires qui fait qu'il y ait cette sécrétion et que même si elle est violée, que le viol ne puisse pas conduire à des lésions importantes au niveau du canal vaginal. Donc c'est un comportement réflexe et donc on ne peut pas vraiment parler de l'orgasme pendant le viol. Très bien, donc ce n'est pas vraiment de l'orgasme. Est-ce que c'est une dysfonction ou pas? Non, ici, l'acte sexuel, c'est en fait un arrangement, un consentement mutuel. Mais pendant le viol, c'est pas un consentement. Pendant le viol, il n'y a pas un consentement mutuel. Donc la femme ne participe pas à l'acte. Elle subit. D'accord. Elle subit, mais par réflexe, son corps essaie de se protéger en émettant des sécrétions qui facilitent quand même en quelque sorte la pénétration. Et ainsi, ça réduit le risque de traumatisme au niveau local. Docteur Jean-José, femme fontaine, ça veut dire quoi? Et est-ce que être cette femme fontaine-là, c'est une dysfonction ou pas? La femme fontaine, ce n'est pas une dysfonction parce que c'est en principe quelque chose qui survient chez toutes les femmes, mais à des degrés différents. Qu'est-ce que nous entendons par femme fontaine? Si nous revenons un peu à l'anatomie des organes génitaux externes de la femme, en faisant attention, nous avons là où les urines sortent. D'accord. Nous appelons ça le méa urétral. Alors, de part et d'autre de ces petits orifices, il y a deux autres petits orifices qui sont des orifices des glandes qu'on appelle les glandes de Skin. Alors, la femme fontaine, c'est une femme qui émet une grande quantité de liquide. En fait, maintenant, on pense de plus en plus qu'il s'agit de sécrétions venant de ces glandes-là de Skin qui sont de part et d'autre du méa urétral. En principe, toutes les femmes émettent ce liquide. Mais quand c'est en petite quantité, on ne fait pas beaucoup attention à ça.
Mais quand c'est en grande quantité, parfois ça peut même ressembler à une éjaculation. En ce moment-là, nous parlons de femmes fontaines. Très bien, c'est en ce moment-là qu'on parle de femmes fontaines. Il y a deux questions qui, moi, je pense que c'est en un, mais je ne sais pas, on va y aller comme ça. Là où la personne voulait savoir si c'était d'abord normal d'avoir envie de son partenaire pendant la grossesse. D'abord, pourquoi? Est-ce que c'est normal? Mais aussi, en même temps, il y a une autre question qui s'imbrique à celle-là, c'est de savoir... Est-ce que c'était bénéfique ou c'était dangereux pour une femme qui est à terme, justement, de sa grossesse, d'avoir des relations sexuelles? La première partie de la question, la femme peut ne pas avoir envie de rapports sexuels, surtout au début de la grossesse. Pendant le premier trimestre, simplement parce que la grossesse peut amener parfois des petits soucis chez la femme, comme les vomissements, les nausées, les malaises. Et donc, elle peut ne pas être tout à fait à l'aise pour les rapports sexuels. Par contre, lorsque la femme entre dans le deuxième trimestre de la grossesse, beaucoup de femmes ont rapporté que c'était la période idéale pour les rapports sexuels. Très bien. Et pendant le dernier trimestre, il n'y a pas de problème. Les rapports sexuels peuvent avoir lieu. Simplement, on pense aussi que le sperme contient une hormone qu'on appelle les prostaglandines. Cette hormone-là peut jouer un rôle important dans la préparation du col de l'utérus. Et cette préparation peut être bénéfique pendant l'accouchement. Mais ce que les gens doivent savoir, c'est que une fois que la grossesse a démarré, le rapport sexuel ne vient plus continuer à construire l'enfant. Une fois que la grossesse a commencé, c'est fini. Même s'il n'y a pas eu de rapport sexuel tout au long de la grossesse, l'enfant sortira avec toutes les parties normales d'un corps humain. Donc, ne vous inquiétez pas, les femmes, ça n'a rien à voir. Ça passe pas par le même canal, si je ne me trompe même pas. Alors, on continue avec les auditeurs. Celui qui a donc parlé tout à l'heure de l'orgasme, en disant que les femmes sont championnes pour simuler plutôt l'orgasme. Est-ce que, à force de simuler, on peut savoir détecter le vrai du faux? Est-ce qu'on peut démêler? Il semble que c'est vrai, certaines femmes simulent l'atteinte de l'orgasme pour faire plaisir à l'homme, pour dire en quelque sorte que l'homme a bien fait le travail. Mais quand elle simule, il est difficile que l'homme puisse s'en apercevoir. D'accord. Donc là, c'est difficile que l'homme puisse se rendre compte que le comportement de la femme est une simulation ou c'est un comportement vrai ou réel. Bien. Mais est-ce qu'il y a, mais en soi-même, il y a moyen de savoir qu'on a atteint cet orgasme? C'est la femme surtout qui peut sentir qu'elle a atteint l'orgasme. Il y a des sensations que la femme perçoit pendant l'orgasme, des sensations objectives. Entre autres, la femme peut avoir l'impression d'une certaine ouverture de ses organes génitaux. Et la femme peut également sentir une certaine... Nous l'avons dit ça pour l'homme hier. La femme peut également sentir, par exemple, une augmentation, une accélération de la respiration, une accélération des battements cardiaques. Et peut-être là aussi, on peut aussi avoir une espèce une hypertension pendant l'orgasme. Et pour se rendre compte aussi que l'orgasme est vrai, généralement après... Quand la femme entre en phase de résolution, elle va présenter une certaine sudation, une certaine apparition de la sueur, surtout la sueur au niveau des extrémités. Donc là, ce sont des éléments qu'on peut considérer comme objectifs qui peuvent aider aussi l'homme à se rendre compte que la femme n'avait pas simulé. Voilà, l'auditeur voudrait savoir, parce que je reviens sur les questions tellement on les a écoutées en bloc. Docteur, est-ce qu'une bonne hygiène intime, une femme qui n'a pas une bonne hygiène intime peut-elle être sujette à ces dysfonctions sexuelles? Et puis en même temps, si oui, n'est pas avoir cette bonne hygiène, si oui, combien de fois en principe une femme doit-elle faire des bains intimes par mois?
Ok, une mauvaise hygiène peut éventuellement conduire à une infection. Et donc, s'il y a une infection, il y aura certainement des douleurs pendant le rapport sexuel. Ben, je dis bien peu. Je ne dis pas qu'il doit conduire à une infection. Ce qu'on conseille à une femme, c'est de faire la toilette intime peut-être 1 ou 2 fois par jour. C'est largement suffisant. Par contre, la tendance à exagérer, à faire de la toilette intime de façon excessive, ça peut amener une perturbation de l'environnement normal au niveau vaginal. Parce que le vagin n'est pas stérile. D'accord. Le vagin a des microbes qui sont utiles pour la sexualité. Très bien. J'espère que, mesdames, vous arrivez à comprendre un tout petit peu, à avoir des solutions à vos questions, à vos préoccupations. Parlons sécheresse, puisqu'il y a des questions là-dessus aussi. Quand est-ce qu'une sécheresse vaginale peut-elle être associée à une dysfonction sexuelle? Oui, une sécheresse vaginale s'accompagne, disons, réduit l'élasticité des parois vaginales. Et en réduisant l'élasticité des parois vaginales, la sécheresse peut rendre le rapport sexuel douloureux. D'accord. C'est ce qu'on observe généralement chez la femme ménopausée, parce qu'il y a des raisons médicales qui font que la femme ménopausée développe facilement la sécheresse vaginale. On peut également avoir la sécheresse vaginale chez une femme jeune, mais chez qui on a par exemple enlevé les 2 ovaires. Okay. Donc elle va ressembler à une femme ménopausée et peut donc développer la sécheresse vaginale qui peut compromettre la qualité de l'acte sexuel. Heureusement qu'on peut y remédier. Très bien. Toujours dans cet esprit de sécheresse, est-ce que l'utilisation des lubrifiants en cas justement de sécheresse vaginale est recommandée ou pas? Voilà, parmi les mesures, tout à l'heure j'ai parlé de la possibilité de remédier à la sécheresse, c'est justement en utilisant certaines pommades qui ne sont pas irritatives. On peut utiliser certaines pommades pour pour combattre la sécheresse vaginale et améliorer la qualité des rapports sexuels. Alors, si nous sommes chez, par exemple, une jeune femme castrée qui a perdu les 2 ovaires, ou une femme ménopausée, la meilleure pommade qu'on peut utiliser sont des pommades qui contiennent une hormone appelée estrogène. Ça, c'est lorsqu'on applique localement cette pommade contenant les estrogènes, on résout les problèmes. On rend la paroi vaginale tonique, avec la paroi récupère son élasticité, et donc la femme pourrait avoir des rapports sexuels tout à fait normaux. Ça n'a pas d'effet secondaire, ça n'a pas de conséquences à long terme. Est-ce qu'on l'utilise à quelle fréquence pour que ça soit quand même assez normal? C'est un médicament qu'on utilise localement, donc ça n'a pas d'effet sur le plan général, et on peut l'utiliser pendant longtemps sans problème. Mais à une certaine époque, on utilisait ces estrogènes par voie générale. Et on s'est rendu compte que ça posait des problèmes. Et donc aujourd'hui, on ne recommande plus les estrogènes par voie générale, on les recommande seulement par voie vaginale. Parce que si vous les donnez par voie générale, ça peut augmenter le risque de la survenue des cancers des seins. Exact. Donc on préfère utiliser simplement localement, et donc ça n'a pas d'effet général et il n'y a pas de problème. Une fois qu'on est ménopausé, par exemple, est-ce qu'on a toujours des soucis de dysfonction sexuelle ou bien on n'a plus trop de problèmes de ce côté-là? Si on a un partenaire, généralement, les soucis ou les désirs demeurent. Peut-être pas avec la même intensité que la femme qui n'est pas encore ménopausée, mais ces soucis demeurent parce que la femme ménopausée a une sécrétion plus ou moins augmentée d'une hormone qui contribue beaucoup dans le déclenchement du désir. C'est la testostérone. La femme ménopausée a un peu plus de testostérone et donc théoriquement, il doit avoir aussi le désir d'avoir des rapports sexuels, mais on dit parfois que ça diminue si la ménopausée n'a pas un partenaire. Donc, elle peut peut-être avoir oublié, en quelque sorte. Très bien.
Fidèles auditeurs, le docteur répondait là à vos questions posées. En tout cas, j'espère que vous avez pu avoir satisfaction à vos questions. Je rappelle que ce soir, pour ULNES, ce numéro était consacré donc au dysfonctionnement sexuel chez la femme. Nous sommes en train d'atterrir. On va avoir donc quelques derniers mots avec le docteur Jean-José Walombi. Je rappelle qu'il est gynécologue aux cliniques universitaires de Kinshasa, mais qui est notre expert DKT pour cette émission. On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant. Wellness, fidèles auditeurs, votre rendez-vous santé, dysfonctionnement sexuel chez la femme. On en a parlé avec le docteur Jean-José, docteur DKT, qui a mis à son centre la santé de mère, enfant. On sait que ce dysfonctionnement qu'on parle aujourd'hui concerne la femme. Quelle est l'action de DKT par rapport à ce souci? Merci beaucoup, madame, pour votre question. DKT agit, je ne l'avais pas dit tout à fait au début, agit aussi sur l'éducation sexuelle. D'accord. Particulièrement chez les jeunes. DKT a créé une branche appelée Batela Lobinayo, qui est dédiée surtout aux jeunes âgés de 15 à 25 ans. Et DKT, pour cette activité, travaille avec le Programme national de santé des adolescents, travaille aussi avec les PNMLS et DKT. Qu'est-ce que DKT entend par l'éducation sexuelle? C'est en fait un entretien tout à fait dégagé entre jeunes. Les entretiens sont centrés sur les questions de la sexualité, sur les questions de la reproduction. Et donc, à travers ces débats entre jeunes, et peut-être encadré par un plus expérimenté, donc un moins jeune. Et on peut donc aborder aussi les fonctions d'abord normales, ou le fonctionnement normal de l'acte sexuel. Et on peut également discuter des perturbations qui peuvent survenir au niveau d'un couple, entendu au sens large du mot. Voilà, nous sommes donc à la fin de cette émission, de ce magazine ce soir. Docteur Jean-José Walombi, merci d'avoir été avec nous, en tout cas de nous avoir éclairé une fois de plus sur le sujet dysfonctionnement sexuel chez la femme. Un dernier mot par rapport à ceux qui nous suivent, puisque nous avons dit que DKT n'est pas seulement à Kinshasa, mais DKT est en République démocratique du Congo. Un dernier mot de votre part, merci mingi madame. Touti kosola makambo matali mwa kokoso ekoki kosalema na makambo matali bosangane mwasi na mobali. Mobali akoki kozwa bakpokoso wana, mwasi mpe akoki kozwa bakpokoso wana. Bakpokoso wana eutaka mingi soki mwa boyokani ekoti mwa mobulu na kati ya mwasi na mobali. Mwasi akoki parfois kobungisa posa ya kosangana na mobali, ou bien même soki azosangana na mobali akoyoka mpenza esengo mingi te. Parfois akoyoka pasi ntango azosangana na mobali. Toyeba ke soki oremarke, soki mwasi aremarke ke biloko ya ndenge wana na nzoto na ye, ayeba ke ezali mwa problème. Alors bamigene te, ayoka soni te, tokosenga na ka wana okei na hôpital, okutana bato bayekoli mosala wana, opesi bango baproblème na yo, bango bakotala eloko nini bakokosala, parce que bakokoso mosusu ekoki kozwa solution na niveau ya hôpital. Docteur Jean-José Walombi, merci beaucoup en tout cas d'avoir été là. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. On aura encore l'occasion de revenir sur ce plateau de ULNES pour avoir des éclaircissements de votre part. Ça a toujours été un plaisir de partager sur certains aspects de la médecine avec vous. Merci beaucoup, madame. Nous voici donc arrivés à la fin de ce numéro. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez donc nous suivre sur notre
chaîne YouTube, comme je l'ai dit, Urban FM 94.7. N'hésitez pas à vous abonner pour faire grandir justement cette communauté, mais également notre application radio qui vous permet de suivre tous nos programmes partout dans le monde. L'application s'appelle Urban FM 94.7 que vous pouvez télécharger sur Play Store. Quant à moi, je m'arrête ici. Bonne soirée à vous. Prochain rendez-vous pour You Wellness vendredi 19h. D'ici là, restez connectés sur la première radio urbaine de la RDC. Puisque votre bien-être est précieux et que votre vie a de la valeur, désormais, voici votre nouveau rendez-vous santé sur UFM, You Wellness. You Wellness, ce veut être un forum radiophonique d'échange autour des questions santé et bien-être. Tous les vendredis à 19h et dimanche à 13h, en rediffusion, Karine Moutaali vous présente un sujet et notre partenaire santé DKT vous éclaire. You Wellness, votre santé nous intéresse.